l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous Navi Radjou, éminent spécialiste de l'innovation et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. On doit en effet à Navi d'avoir popularisé le concept d'innovation frugale qui s'inspire du Jugaad indien, une philosophie de la débrouillardise que d'aucuns assimilent à du système D, d'autres à du bricolage et qui, dans les faits, est une démarche d'innovation qui permet de résoudre de manière ingénieuse des problèmes avec peu de moyens. Un principe que connaissent bien les innovateurs dans les marchés limités en ressources, à l'instar de l'Afrique ou de l'Inde. On peut citer à titre d'illustration l'exemple de la conception des chaussures recyclées faites à partir de pneus en Éthiopie, celle du réfrigérateur Mythicool à base d'argile et qui fonctionne sans électricité en Inde, ou le service de transfert d'argent mobile M-Pesa au Kenya, qui permet d'envoyer de l'argent à sa famille, même quand elle n'a pas de compte bancaire. Système qui, rappelons-le d'ailleurs, est bien antérieur à Lydia, qui n'existe que depuis une dizaine d'années. Un principe qui n'est pas complètement étranger aux pays occidentaux, puisque la crise pétrolière des années 70 avait déjà invité les entreprises à trouver des solutions ingénieuses, notamment moins gourmandes en ressources. Certains parmi vous se rappellent peut-être d'ailleurs de la fameuse campagne d'information de l'Agence pour les économies d'énergie réalisée en 1978 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'achevait par « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Depuis, un certain nombre de grandes entreprises occidentales se sont aventurées avec succès dans l'innovation frugale, à l'instar de Renault et sa fameuse Logan, de Best Buy et Cisco, qui ont développé des solutions de télémédecine, pour ne citer qu'elles, et la crise du Covid-19 que nous traversons a rappelé l'intérêt de ce type d'innovation, de l'innovation frugale. La crise sanitaire a en effet été le théâtre ou le terreau, je dirais, d'innovations remarquables, dont nombre d'entre elles sont empreintes de la philosophie Jugaad, que l'on songe aux multiples projets qui se sont développés partout à travers le monde pour produire rapidement les fameux respirateurs qui faisaient défaut, ou la réorganisation de l'hôpital public et privé à laquelle on a assisté en France, ou dans un tout autre domaine, des enseignants devenus youtubeurs et débordants d'ingéniosité pour assurer la continuité pédagogique. Toutes ces solutions démontrent la puissance et l'efficacité de l'innovation frugale, une stratégie disruptive pour développer des produits plus rapidement, mieux et moins chers, une forme d'innovation qui apparaît d'autant plus intéressante que, de par l'économie constitutive, enfin, l'économie de moyens qui est constitutive de sa philosophie, elle s'inscrit de plein pied dans les stratégies de développement durable. Mais pour autant, un constat s'impose. Les entreprises occidentales sont mal équipées pour innover avec frugalité. Plusieurs raisons peuvent être invoquées. La première tient au fait que l'innovation frugale se fonde sur l'ingéniosité des concepteurs. Or, l'école a de toute évidence privilégié le modèle de la raison platonicienne et analytique à celui de la raison créative et tue, comme l'a d'ailleurs souligné Ken Robinson dans son TEDx, peu à peu la créativité. À noter d'ailleurs que ce constat n'est pas nouveau puisque Auguste Lumière le dressait en 1935, pour qui l'école, je le cite, a pour première conséquence capitale d'annihiler les qualités natives de raisonnement, d'initiative et d'observation qui spontanément se manifestent chez l'enfant alors que son cerveau n'a encore subi l'emprise des enseignements dogmatiques destructeurs de l'esprit de curiosité. La seconde raison, qui a souvent été pointée du doigt, est que l'innovation frugale est l'antithèse de la façon dont l'Occident innove en s'appuyant sur des laboratoires de R&D insulaires. Or, effectivement, on n'a pas forcément besoin de gros budgets et de tels processus chronophages, rigides pour innover, bien au contraire. Enfin, et dernière raison qui va faire l'objet de cette conférence, on ne saurait ignorer l'influence de nos schémas de pensée. Pour la plupart des gens, faire moins, c'est faire un pas en arrière. De même, nous imaginons souvent le futur d'un produit à travers l'évolution technologique et notamment l'intégration de plus en plus massive de fonctionnalités et de technologies, ce que Navi qualifie de perspective linéaire de progrès. Or, c'est précisément cette perspective
que se propose de déconstruire Navi dans la conférence qui va suivre, intitulée Une perspective non linéaire du progrès, la clé pour le développement durable. Je laisse donc sans plus attendre la parole à Navi. Bonjour, je suis très ravi de participer au colloque Jean-Baptiste Say, Imaginer le futur à partir du passé. Aujourd'hui, je vais vous présenter à propos de comment développer une perspective non linéaire du progrès qui, à mon avis, est la clé pour le développement durable. Je vais vous expliquer comment moi, j'ai appris à désapprendre ma propre perspective linéaire du progrès et cultiver une perspective que j'appelle circulaire du progrès. Cette aventure commence en 1999, en octobre 1999, quand j'ai décidé d'émigrer aux États-Unis, car c'était mon rêve américain de venir m'installer, travailler et passer le reste de ma vie aux États-Unis. Alors, pourquoi je croyais que mon avenir, en fait, appartenait aux États-Unis? Parce que mon passé est lié à deux cultures, française et indienne. Je suis né à Pondichéry, une ancienne colonie française dans le sud de l'Inde. Mon papa a été dans la marine française, donc j'ai hérité la nationalité française de mon père. Donc, je n'ai pas choisi de naître en Inde ni d'être français. Voilà, je suis né français, je suis né indien, que je le veuille ou pas. Donc, j'avais envie de devenir quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, ça aurait été justement devenir américain. Et non seulement ça, mais comme l'Amérique était quand même un pays tourné décisivement vers l'avenir, hein, c'est toujours ce qu'on appelle le destin manifeste, il s'avère que j'ai eu la chance de trouver un boulot comme journaliste dans un cabinet de prospective informatique qui s'appelait Forrester Research, qui existe encore. Et ce qu'on faisait chez Forrester, c'était en fait publier des rapports. Tous les mois, on publiait des rapports sur l'avenir de l'informatique. Ce n'était pas les tendances actuelles qui nous intéressaient, mais la prospective. Dans 5-10 ans, qu'est-ce qui va arriver dans le monde de l'informatique? Et j'étais hyper bon dans ça. Au point où, par exemple, dès 2003, j'avais publié un rapport sur ce qu'on appelait donc l'Internet étendu, qui, notre vision était qu'un jour, on va pouvoir utiliser l'Internet pour aussi connecter le monde physique avec le monde digital. Bien sûr, aujourd'hui, on appelle ça l'Internet des objets, quoi. C'est assez connu, mais il y a 20 ans, c'était quelque chose d'assez nouveau parce que nos générations se rappellent, on avait déjà du mal à se connecter à l'Internet avec le modem. Donc, connecter 50 milliards d'objets physiques, c'était une utopie, quoi. Mais nous, on y croyait et j'avais déjà publié un rapport là-dessus. Et plus intéressant, plus pertinent, juste après l'attentat terroriste 2001, j'ai publié un rapport prédisant que les entreprises multinationales devraient en fait rendre leur chaîne de valeur mondiale plus résiliente. Parce qu'il y avait cette idée qu'avec les chaînes de valeur mondialisées, c'est l'effet domino, quoi, ou du moins l'effet papillon, en ce sens que dès qu'il y a un petit problème en Asie, parmi un fournisseur, ça peut avoir un effet boule de neige. Et justement, on a vu ça avec le Covid, début d'année, quand la Chine a dû fermer toutes ses usines. Effectivement, ça a eu un effet conséquent sur le reste de la chaîne de valeur. Et donc, au point où mon patron, ancien patron, George Colony de Forrester Research, avait dit que Navi est vraiment un homme du futur, quoi. Et effectivement, je me voyais comme le cowboy américain qui effectivement fuyait le passé et était résolument tourné donc vers l'avenir. Et donc voilà, symboliquement, vous voyez, c'est intéressant parce que la flèche du temps, et moi je voulais être vraiment à la pointe, quoi, la flèche du temps, avec mon lasso qui représente l'innovation, c'était à la quête de nouveaux marchés, quoi, représenté par le jeune veau. Voilà, donc c'était un peu ce qui s'est passé pendant 6 ans. Le problème, c'est que en 2006, je commençais à avoir d'énormes problèmes mentaux, psychologiques, des troubles. Je n'arrivais plus à dormir. J'avais perdu énormément de poids. Et finalement, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement préoccupé, je fais un peu de franglais, par le foresight, c'était la prospective. J'étais tellement tourné vers l'avenir que je n'avais plus de retrosight. Un peu comme Janus, vous connaissez donc ce personnage mythique, hein, avec deux visages, un tourné vers l'avenir, l'autre vers le passé. Et finalement, moi, j'ai été coupé du passé, quoi, complètement. Et pourquoi? Parce que, justement, pour moi, ce que je mesurais comme croissance, c'était mes accomplissements. C'était le fait que j'avais publié tellement de rapports en peu de temps aux États-Unis.
Et donc, je voyais en fait l'avenir comme étant plus important que le passé. Et ce faisant, pour utiliser cette métaphore d'arbre, ben, finalement, je me suis coupé de mes racines, en particulier ma double culture indienne et française. Et donc, mes racines se sont rétrécies parce que je n'étais plus en contact avec donc, mes valeurs, ma culture d'origine franco-indienne. Et ça, c'est important comme premier point parce que avant même de parler de non-linéarité donc, de façon horizontale, il faut déjà comprendre que si on veut vraiment effectivement intégrer le passé et l'avenir, ben déjà, il faut commencer à challenger un peu cette hiérarchisation qu'on fait subconsciemment. Parce qu'on a tendance toujours, vous voyez, à placer l'Amérique en haut, dans mon cas, et l'Inde en France ben, derrière, quoi. Donc, moins important, moins de valeur. Donc, c'est aussi important de dire finalement, le futur n'est pas mieux ou a plus de valeur que le passé et voir le futur et l'avenir sur un pied d'égalité. Et c'était donc la grande révélation pour moi qui m'a conduit en août 2007 parce qu'en fait, je suis allé rencontrer plein de médecins occidentaux hein, quand j'avais ces problèmes et personne n'a pu me guérir et je m'inquiétais. Et puis finalement, je me suis dit, tiens, il faut que je retourne dans mon passé pour se rappeler que finalement, quand je grandissais, on avait ce qu'on appelle Ayurveda, qui était donc la médecine traditionnelle indienne qui date de 5000 ans et qui effectivement permet effectivement d'une approche holistique de guérir les problèmes physiques, mais aussi mentaux et c'est psychosomatique quoi finalement. Et donc, j'ai fait ce traitement de détoxification pendant plusieurs semaines à base d'herbes, d'huile, thérapie douce. Et ça m'a sauvé la vie. Donc, j'ai pu me rétablir physiquement et mentalement. Et entre parenthèses, je sais qu'avec la crise cette année, si jamais vous avez besoin de le faire, contactez-moi. Il y a des centres en France et ailleurs. Donc, je vous recommande vivement parce que c'est vraiment une approche holistique qui permet de guérir pas mal de troubles psychosomatiques. Mais finalement, cette guérison m'a permis aussi de comprendre que quand on fait face à un problème actuel, que ce soit sur le plan individuel, organisationnel ou sociétal, on a toujours tendance à aller chercher une solution dans l'avenir en s'imaginant que demain, il y a même un film qui est sorti, hein, demain, il y aura un meilleur monde, demain, tout ira bien. Et bien finalement, on se rend compte que non, il faut aussi aller puiser des solutions dans le passé, quoi. Et donc, être capable de voir la solution dans le passé. Et c'est comme ça que je commence cette présentation en disant que ma révélation personnelle était que l'innovation, ou si on veut appeler ça le progrès, n'est pas linéaire, déjà sur le plan temporel. Hein, on va commencer sur le plan temporel. Mais là où ça m'intéresse encore plus, pour complémenter ce qui a été probablement discuté aujourd'hui dans notre conférence, c'est aussi de se poser la question, est-ce que le progrès est vraiment linéaire sur le plan spatial et aussi géographique? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, finalement, pendant longtemps, durant le XXe siècle, on a tous souffert d'un tropisme que j'appelle le North Side. L'idée était que l'innovation se fait exclusivement en Occident. Alors, il faut dire que moi, j'ai étudié dans le lycée français à Pondichéry dans les années 70, où mes profs français parlaient de pays civilisés et non civilisés. On ne parlait même pas des pays émergents, encore moins des pays en développement. Donc, l'Inde, c'était les pays donc, non civilisés et ma éducation française était censée venir me civiliser, quoi. Ben, pourquoi? Parce qu'effectivement, on avait ce tropisme qui me conduisait à voir le monde d'innovation comme quelque chose restreint, limité au nord. En d'autres termes, quand on regarde les trajectoires, ou du moins la chaîne de valeur d'innovation, l'idée, c'était que l'innovation est inspirée par des besoins des consommateurs occidentaux. La solution ensuite est développée en Occident et ensuite commercialisée en Occident. Donc, c'était un peu la logique dominante durant le XXe siècle, que cette trajectoire était en fait, en ce sens-là, limitée aux pays du Nord. Et ensuite, on disait, oui, mais les pays du Sud, finalement, on va exporter nos technologies avancées aux pays du Sud qui étaient arriérés. Et donc, il y avait cette phrase célèbre qui était que le Nord innove et le Sud copie. Ben, ça, finalement, ça a commencé à évoluer dans les années 90, pardon, avec ce qu'on appelle donc la sous-traitance informatique. Ça a été beaucoup donc, reporté dans les news. Je dirais plus aux États-Unis qu'en France, parce qu'en France, ça a pris du temps pour que les médias reconnaissent que le Sud innove. Et ce qui s'est passé avec la sous-traitance, c'est qu'il y avait des entreprises multinationales qui avaient des besoins dans le Nord, mais en fait sous-traiter l'innovation informatique
dans le sud parce que c'était moins cher, mais le déploiement de ces solutions s'effectuait quand même dans le nord. Donc, c'était une forme de trajectoire, si vous voulez, en forme V. Mais moi, ce qui m'intéressait, même avec cette trajectoire, ça me dérangeait parce que finalement, les besoins venaient du nord et l'usage se faisait dans le nord, quoi. Donc, je me suis dit, non, ce qui m'intéressait, c'est développer le South Side, c'est-à-dire aller étudier comment, dans les pays émergents, pour reprendre ce que Joël disait, c'est les 3 P, c'est-à-dire comment on perçoit l'innovation, c'est quoi les principes d'innovation et c'est quoi la pratique d'innovation. Donc, ça m'intéressait vraiment d'aller comprendre dans les pays du Sud comment finalement, c'était quoi la chaîne de valeur de l'innovation, où ça commence, où ça finit, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Et donc, je me suis rappelé que quand je grandissais en Inde dans les années 70, j'étais entouré des enfants pauvres parce que j'habitais dans un bidonville urbain, mais ils n'étaient pas, comment dire ça, pauvres en créativité. Parce qu'effectivement, vous voyez ce gamin qui joue au cricket, le sport national indien, avec des genouillères faites en carton, quoi. Donc, je savais déjà de mon enfance que less is more. Parce que quand on mettait une limite aux ressources, vous enlevez la limite à la créativité. Et ça m'a conduit ensuite à passer mes 12-14 dernières années à vraiment étudier comment les innovateurs dans les pays du Sud innovent avec très peu de moyens, de façon ingénieuse. Et Joël a mentionné donc Mansukh Prajapati, un potier qui a développé ce réfrigérateur conçu entièrement en argile, qui ne consomme pas d'électricité. Et donc, le premier constat, c'est que la rareté de ressources pour ces innovateurs, finalement, n'est pas une contrainte. Ce n'est pas vu comme une privation, mais plutôt comme une source d'émancipation pour justement innover et créer plus de valeur pour eux-mêmes et pour la communauté locale. De la même façon, dans le secteur médical, il y a des millions de bébés qui sont nés de façon prématurée à travers le monde. Et en Occident, on les garde dans des incubateurs qui coûtent 20 000 $. Or, 5 étudiants de Stanford ont développé cette couveuse de façon ingénieuse qui offre la même fonctionnalité avec une fonction différente qui coûte uniquement 200 $, soit 1% du coût des incubateurs vendus en Occident. Et cette solution frugale et ingénieuse a déjà sauvé la vie de 300 000 bébés à travers le monde. Voilà. Donc, je dis toujours, l'innovation frugale, pour moi, la définition c'est très simple, c'est comment on apporte plus de bonheur et on réduit la souffrance. C'est ça pour moi, faire mieux avec moi. C'est plus qu'un concept économique, c'est vraiment une approche humaniste pour avoir un impact positif sur la société. Et j'ai aussi noté, en étudiant les innovateurs du Sud, c'est qu'en fait, ils avaient cette perspective que toute innovation ne doit pas être élitiste. Il faut qu'elle soit inclusive et accessible à tous. Comme Harish Shande, qui a développé une solution d'énergie, ce qu'on appelle solaire, mais décentralisée. Vous entendez parler de ce concept de production d'énergie décentralisée avec des micro-unités de production d'énergie, avec des panneaux solaires, etc., qui ne sont pas connectés, comme on appelle, donc off-grid, sont connectés à la grille électrique. Alors, il a distribué ça à 200 000 ménages très pauvres dans les villages les plus reculés en Inde. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'innovation ici, ce n'est pas dans la technologie, mais dans le modèle économique où les gens peuvent se payer l'énergie solaire au quotidien avec le portable. Et donc, ça variabilise le coût. Au lieu de payer un abonnement mensuel, vous payez l'électricité au quotidien quand vous avez l'argent. Alors, tout ça, j'ai documenté dans mon premier livre qui s'appelle « Innovation Jugaad ». Alors, Jugaad, c'est un mot hindi qui est un peu le système D ou l'esprit MacGyver, qui est donc une combinaison de résilience, mais aussi d'ingéniosité et de frugalité. Mais si je dois métaphoriquement décrire ça, j'utiliserai le verre. Et en France, on a tendance toujours à se plaindre. Alors, pourquoi? Parce qu'on voit toujours le verre moitié vide. Parce qu'on se plaint du fait qu'on n'a pas X. Il y a quelque chose qui ne marche pas ou on n'a pas une ressource X. Et l'idée, c'est de dire finalement, au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas, il faut qu'on identifie, on célèbre, on valorise et on partage ce qu'on a déjà. Les ressources dont on dispose déjà. Alors concrètement, c'est quoi? Il est vrai qu'il y a des ressources physiques tangibles qui manquent, qui sont rares dans les pays du Sud, l'argent, l'énergie, l'eau, nouvelles technologies. Mais au lieu d'aller à la quête de nouvelles sources de ces ressources, les entrepreneurs du Sud, en fait, trouvent une façon ingénieuse de réutiliser des ressources abondantes qui existent déjà
dans leur communauté, que ce soit les ressources humaines, l'ingéniosité, l'empathie, résilience, ou des connaissances traditionnelles ou le capital social qui existe dans la communauté, ou voir la vieille techno, et je crois que Cédric Carl a dû parler de rétrotech. Donc l'idée, voilà, c'est de dire comment en fait je réutilise l'existant et non pas être dans cette fuite vers l'avenir en train de créer quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, quelques exemples très parlants pour vous inspirer. Joël en a parlé, c'est le fait que 80% des Africains, il y a quelques années, n'avaient pas de compte bancaire, mais 80% d'Africains ont un téléphone mobile, d'où la solution M-Pesa au Kenya qui permet plus de la moitié de la population aujourd'hui d'envoyer et de recevoir de l'argent sur le portable sans avoir un compte bancaire. Donc, ça, c'est une solution effectivement ils vont directement de la non-bancarisation à la banque mobile quoi, en Afrique. De la même façon, on peut se dire, il y a des déserts médicaux et en même temps, d'un autre côté, peut-être qu'on a l'abondance de connectivité Internet. Donc, comment j'utilise l'abondance de la connectivité Internet pour justement offrir des soins de santé de haut niveau à moindre coût? C'est ce que la Chine a fait depuis 15 ans maintenant, mine de rien, et qui, entre parenthèses, l'a beaucoup dépanné durant Covid. Vous allez voir pourquoi. Parce que l'idée, c'est effectivement d'utiliser l'Internet de sorte que les personnes âgées… Alors, la Chine va avoir 500 millions de seniors en 2040. Et la majorité des gens vivent dans des villages, ont des maladies chroniques. Ils n'ont pas beaucoup de médecins et d'hôpitaux. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, avec la télémédecine, un docteur à distance peut consulter donc, des patients qui sont dans les villages. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, c'est l'intégration du passé et du futur parce qu'effectivement, l'Internet, c'est nouveau, mais les thérapies offertes s'appuient sur la médecine traditionnelle chinoise, qui date aussi de 5000 ans. Donc, c'est vraiment cette intégration harmonieuse entre le passé et l'avenir. Il y a aussi, bon, c'est un peu symbolique, mais aussi intergénérationnel, quoi, parce que là-bas, la société, vous connaissez bien la Confucius, voilà, il y a beaucoup de respect pour les personnes âgées. Donc, il y a aussi cette idée qu'il faut intégrer le passé, quoi, contrairement aux États-Unis où, bref, je ne veux pas faire politique, mais uniquement les années productives sont valorisées, quoi. Et donc, on investit très peu dans l'enfant, on investit très peu dans les personnes âgées. On investit uniquement dans les personnes qui sont productives sur le plan économique, quoi. Voilà. Pareillement, on peut se poser la question aussi, se dire, au lieu de générer de nouvelles données, qu'est-ce qui se passerait si je valorise les données existantes? Concrètement, c'est une start-up en Inde qui s'appelle AlgoSurge. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les algorithmes d'intelligence artificielle pour automatiquement convertir des images 2D en images 3D. Parce que beaucoup d'hôpitaux en Inde ne peuvent pas se permettre d'acheter un scanner ou un appareil fMRI. Donc, l'idée, c'est de dire, ils ont tous un appareil rayon X. Donc, on prend les images 2D et automatiquement, on convertit ça en images 3D. Et ça permet, par exemple, aux chirurgiens orthopédiques de faire des simulations d'opérations avant de les effectuer dans le monde physique. Et puis, finalement, on arrive à mon point favori, c'est de dire, finalement, alors, C.K. Prahalad, qui est un géant du management, un professeur de management, il est décédé il y a 12 ans maintenant, pardon, il y a exactement 10 ans, il avait popularisé ce concept de next practices. L'idée, c'est que la source de compétitivité des entreprises venait des toutes nouvelles bonnes pratiques et donc il fallait continuellement aller à la quête de ces next practices. Et ça justifiait effectivement les frais payés aux consultants qui venaient effectivement vous vendre des next practices. Mais ma question, c'est au lieu de développer des next practices, pourquoi pas réutiliser des pratiques existantes, et en particulièrement des pratiques ancestrales. Alors, c'est le projet de Digital Green en Inde, qui est une plateforme qui permet de valoriser et réutiliser des connaissances existantes. Comment ils le font? En fait, ils ont formé des femmes pour aller dans les villages pour filmer des bonnes pratiques agricoles ancestrales qui sont ensuite éditées et mis sur un site un peu comme YouTube rencontre American Idol, quoi, où les gens peuvent effectivement voter sur des bonnes pratiques. Mais de façon plus pratique, c'est que, par exemple, une ONG dans une région du sud, par exemple, de l'Inde, peut dire, tiens, cette bonne pratique me parle. Et ensuite, ils vont donc adopter cette bonne pratique et essayer de l'implémenter sur le plan local pour avoir un impact dans la région où ils sont basés.
Donc, l'idée, c'est effectivement de permettre de partage de connaissances entre régions au sein de l'Inde. Et il s'avère que la Banque mondiale, en 2004, a publié un rapport hyper intéressant en disant que si l'Inde pouvait partager les connaissances, en d'autres termes, reprendre des connaissances existantes et les amplifier et les partager, le pays pouvait augmenter son PIB de 2%. C'est incroyable, hein, de 2%. Okay? Rien qu'en… Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au XXe siècle, je dis toujours, la connaissance, knowledge is power, la détention de la connaissance était la source de pouvoir. Au XXIe siècle, c'est le partage de la connaissance qui va être knowledge sharing, va être la source de compétitivité et de réussite. Alors, un clin d'œil au fait que, comme j'expliquais, vous voyez, c'est aussi cette, comme en Chine, hein, cette symbiose, intégration entre pratique ancestrale et technologie moderne. C'est ça aussi que j'aime bien. Alors, pourquoi je veux insister sur ce point? C'est comme Manish Arora, un designer indien, dit, c'est que dans les pays du Sud, il ne faut pas moderniser, pardon, il ne faut pas occidentaliser, mais il faut moderniser nos pratiques artisanales. Il s'avère que les technologies modernes peuvent aider à faire exactement ça. Par exemple, l'impression 3D peut aider à préserver des connaissances traditionnelles dans le domaine de l'artisanat. Par exemple, en Inde, il y a cette plateforme qui s'appelle Imaginarium, qui permet aux artisans, aux joailliers, par exemple, d'imprimer des bijoux en or avec de l'impression 3D qui révèlent leur beauté uniquement quand ils sont imprimés en 3D, parce qu'ils sont tellement complexes qu'on ne peut pas les fabriquer à la main. Vous voyez? Donc, c'est une belle façon de conjuguer un savoir ancestral avec un faire doing, quoi, qui est vraiment basé sur la technologie moderne. Et c'est pour ça que je pense que l'impression 3D et des technologies comme ça peuvent aider à préserver et surtout à régénérer notre biodiversité culturelle. Pourquoi je dis biodiversité culturelle? Parce qu'on parle beaucoup de biodiversité écologique. Je crois qu'en France, actuellement, il y a la conférence sur le biomimétisme. Finalement, il faut savoir que toutes les deux semaines, il y a une langue vivante qui meurt. Donc, c'est vrai, c'est important de se préoccuper de la biodiversité écologique, mais il faut aussi se préoccuper de la disparition de la biodiversité culturelle. Et je crois que des technologies comme celle-ci peuvent aider à préserver et régénérer ces traditions-là. Alors, quelques multinationales qui ont suivi ce chemin-là, c'est l'exemple de Lafarge, hein, le fabricant de ciment, qui en Inde a créé un liant qui s'appelle Adar, qui peut être intégré, parce qu'en Inde, vous savez, on fabrique des maisons avec la terre. Et l'idée, effectivement, c'est de dire on ne va pas démolir, littéralement au figuré, ces maisons-là, mais on va aider les gens dans les villages à fabriquer de la façon qu'ils ont fait pendant des millénaires, simplement en ajoutant ce liant à la terre. Ça permet de rendre la maison plus durable sur le temps et ça permet aussi de lutter contre des rongeurs comme les rats. Donc, l'idée, c'est effectivement d'enrichir, de régénérer les traditions locales et non pas les remplacer. De la même façon, General Electric, en Inde, avait développé un appareil ECG, comme vous pouvez voir, qui est 5 fois plus léger et 10 fois moins cher que les appareils électrocardiogrammes qu'on trouve en Occident, de sorte qu'un médecin peut l'apporter avec lui, parce que c'est portable maintenant, dans un vélo, dans les villages, pour faire des scans. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça combine le passé et le futur, parce que, vous voyez, l'imprimante, en fait, ils n'ont pas réinventé la roue. L'imprimante, c'est le même imprimante utilisée dans les bus pour imprimer des tickets qui existe depuis des décennies. Donc, ils ont intégré une technologie ancienne avec quelques avancées sur le plan de miniaturisation, hein, avec des logiciels. Et puis voilà. Donc, et cet exemple est très parlant parce que ça marque aussi un nouveau trajectoire d'innovation globale qu'on appelle l'innovation inversée, où cette fois-ci, une innovation qui d'abord a été déclinée dans le Sud trouve ensuite son chemin vers le Nord parce qu'il y a un besoin pour ce genre de solution frugale dans le Nord. Et ça, on a vu beaucoup durant la décennie précédente, avec l'exemple, bien sûr, de ce électrocardiogramme de GE, mais aussi, par exemple, Orange, comme vous savez, depuis 4 ans, Orange a le service Orange Money. Finalement, Orange Money a d'abord été testé par Orange en Afrique et ensuite, une fois validé, ils ont donc obtenu une licence en France pour déployer ça en France et en Europe. Alors, ce concept d'innovation inversée a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années. Par exemple, en 2008,
la fondation de l'Académie de médecine a facilité une conférence autour de l'innovation inversée en santé aussi, où ils ont fait effectivement venir des médecins des pays du Sud et avoir un dialogue justement avec les médecins français pour voir comment on peut s'inspirer des pays du Sud pour apporter des solutions frugales dans le domaine de santé en France et en Europe. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de faire l'inverse de ce qui s'est passé pendant un siècle, c'est-à-dire que le Nord commence à copier du Sud, mais plutôt comment on peut s'inspirer du Sud, c'est-à-dire comment on peut adopter l'état d'esprit ingénieux et frugal du Sud, mais ensuite pour créer des solutions qui seraient déployées dans le Nord. C'est ça qui m'intéressait. Et pourquoi c'était important pour moi? Parce que je savais que, et Joël l'a déjà très bien résumé, donc je n'ai pas besoin de m'attarder sur ça, parce que dans le Nord, on innove de façon peu efficace, en ce sens que déjà, l'innovation est très onéreuse. Par exemple, les grands groupes occidentaux dépensent presque 900 milliards de dollars en R&D, rien qu'en 2018, mais c'est aussi peu productif, toutes ces dépenses. 95% des nouveaux produits de biens de consommation échouent en moins de 12 mois après le lancement. Souvent, c'est parce que les entreprises occidentales ont tendance à réinventer la roue. Donc, on investit beaucoup d'argent dans des solutions qui finalement n'apportent pas une valeur radicalement supplémentaire aux consommateurs ou à la société. Et souvent, ça aboutit à des aberrations comme l'innovation insensée qui a lieu dans la Silicon Valley avec cette machine à jus frais qui a été développée pour 700 $, alors que je peux faire la même chose manuellement avec un pressoir manuel. Alors, pourquoi ce point est important? Parce que la pauvreté, on parle des pays du Sud comme étant pauvres, mais finalement, la pauvreté affecte aussi beaucoup les pays du Nord. Le fait qu'avant même Covid, 22% de la population européenne était en risque de pauvreté en 2019 et 60% d'Américains, 60%, n'ont pas 500 $ d'épargne pour répondre à une urgence médicale ou autre. Okay? Donc, clairement, il fallait s'assurer que l'innovation soit non seulement inclusive, mais abordable, vous voyez, pour la majorité des habitants en Occident. Et puis, bien sûr, il y a le changement climatique et les gens dans le Nord ont pris conscience de plus en plus, particulièrement avec la génération Greta Thunberg, qui est devenue beaucoup plus vocale et exige que justement les entreprises changent. Pourquoi? Parce que les entreprises occidentales, particulièrement des secteurs comme le vêtement, contribuent directement au réchauffement climatique. Par exemple, le fast fashion tue la planète littéralement parce que c'est le deuxième grand pollueur au monde. Donc, il est clair que dans ces secteurs comme le vêtement, l'automobile, le bâtiment, on a besoin effectivement d'apporter des changements radicaux si on veut vraiment inverser le réchauffement climatique. Et c'est donc dans mon dernier livre qui est sorti en 2015, avec nouvelle édition sortie l'an dernier, j'essaie en fait de faire comprendre comment les pays occidentaux peuvent pratiquer l'innovation de façon ingénieuse et frugale. Alors, je vais donner quelques exemples d'entrepreneurs en Occident qui ont mis en pratique cet état d'esprit frugal dont on a parlé auparavant. Par exemple, de dire, au lieu de développer des technologies dernier cri, pourquoi je ne peux pas réutiliser des technologies existantes? C'était l'inspiration d'une start-up basée à Saint-Denis qui s'appelle donc BeBound, qui a développé une technologie qui permet aux pays du Sud qui ont déjà une infrastructure 2G de capitaliser sur cette infrastructure pour donner accès aux données. Parce que comme vous savez, pour avoir accès aux données, on a besoin un minimum de 3G ou 4G. Or, c'est très cher de déployer une infrastructure de 4G ou 5G dans les pays du Sud. Donc, par contre, 95% de la population mondiale a accès au réseau 2G. Donc, l'idée, c'est de valoriser une infrastructure existante, utiliser une technologie de compression de données et d'encryption de données pour pouvoir aider des milliards d'habitants au monde d'accéder à l'Internet sans avoir la 3G, 4G ou 5G, uniquement en s'appuyant à une technologie ancienne, mais très fiable, qui est donc la 2G. De la même façon, à Valence, dans le sud de la France, il y a un entrepreneur qui a utilisé une technologie ancienne, existante, qui est la technologie de jet d'impression. Le jet d'impression, ça existe depuis des décennies, mais simplement, il imprime des cellules photovoltaïques tout petites qui peuvent être intégrées
objets quotidiens. On parlait de l'Internet des objets, c'est exactement ça, de sorte que, par exemple, vous n'avez pas besoin de trimballer votre chargeur avec vous pour votre portable, parce que votre sac peut servir de chargeur. Donc, l'idée, c'est de rendre les objets quotidiens capables de produire leur propre énergie en convertissant la lumière ambiante en énergie. Et le nom Dracula parce qu'il peut convertir les photons qui existent même dans des endroits sombres, d'où le nom Dracula. Et puis, il y a l'exemple de Carnot Computing, vous avez entendu parler, Paul Benoît, un polytechnicien, qui est parti du principe que la chaleur fatale générée par les processeurs informatiques, les ingénieurs ont été formés pour dire, voilà, la chaleur fatale, parce que ça va bousiller les processeurs, donc il faut se débarrasser de chaleur, quoi. Au lieu de ça, il s'est dit, non, au contraire, ce n'est pas fatal, c'est utile, quoi. Et donc, il a développé des radiateurs numériques. Il récupère la chaleur dégagée par les processeurs pour réchauffer des bâtiments et des bureaux. Donc, encore une fois, c'est comment on valorise des ressources qui sont perçues enfin souvent comme des déchets ou alors inutiles, comme une ressource, disons, utile, voire noble. De la même façon, Joël a dit, durant la crise Covid, on a vu pas mal d'entrepreneurs dans le Nord qui ont pallié à la carence des respirateurs en adaptant des produits existants pour en faire des respirateurs. C'est le cas d'un médecin en Italie qui s'est associé avec des makers italiens pour adapter des masques Décathlon de plongée en respirateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont imprimé en 3D un composant qui permet cette adaptation d'un masque de plongée en respirateur. Et hier, justement, il y a un article académique qui vient de sortir dans R&D Management, publié par 3 chercheurs de Cambridge University, qui justement explique de façon superbement bien détaillée comment justement, durant la crise, on a vu beaucoup d'exemples d'innovation frugale, y compris cet exemple que je viens de citer. Et bien sûr, il y a Cédric Kahl qui est intervenu aussi, j'imagine, aujourd'hui, qui parle de rétro-tech low-tech. C'est la même idée, effectivement, de dire, voilà, il faut qu'on valorise les technologies existantes, qu'on considère comme étant souvent anciennes, mais qui ont été délaissées quelque part, oubliées de l'histoire. Et il faut donc effectivement les régénérer, ces innovations-là, parce qu'elles vont répondre à des besoins de l'avenir. Et donc, je dirais pour quelque part conclure tout ça, parce qu'il y a une autre partie que je veux quand même aborder, c'est le fait que oui, c'est important, comme Janus, d'apprécier à la fois donc l'avenir et le passé, mais finalement, ce qui m'intéresse, c'est ici et maintenant, parce qu'on est quand même ancré dans le présent, dans un contexte local, et quand on est confronté à des problèmes dans ici et maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est comment on peut intégrer le passé et le futur, ici et maintenant, pour résoudre des problèmes qui nous affectent actuellement. Et 2 exemples assez parlants, c'est le fait, par exemple, aux États-Unis, on voit les Indiens d'Amérique, les Native Americans, qui sont en train d'aller directement donc, à l'énergie solaire. Ils ont été quelque part exclus de l'électrification pendant des décennies. Et bien, ils sautent des étapes entières de développement. Ils vont directement à l'énergie solaire et en particulier à ce qu'on appelle le dual-use farming, qui est effectivement d'installer des panneaux solaires dans des terres agricoles pour pouvoir produire à la fois effectivement l'électricité, donc ça régénère la planète, mais aussi ils vont effectivement cultiver des cultures traditionnelles, vous voyez, qui ont été délaissées pendant des générations. Donc ça permet aussi de régénérer des pratiques agricoles anciennes qui risquent de disparaître autrement. Donc voilà, c'est dire finalement, voilà, on a un problème aujourd'hui ici et maintenant, et comment on résout ça? C'est en intégrant le passé et le futur. Un autre exemple hyper inspirant pour moi, c'est Los-Angoël, une petite commune de quelques milliers d'habitants dans le Hauts-de-France, où le maire Jean-François Caron, que je considère comme un frère jumeau parce qu'on s'entend tellement bien. Alors, quand il est devenu maire, il y a, je crois, une vingtaine d'années, il s'est dit, effectivement, si on veut réinventer notre ville, et c'est un peu le cas actuellement dans beaucoup de communes en France, c'est ce souci justement de moderniser, de réinventer la ville, au lieu d'aller d'abord chercher une solution dans l'avenir, il faut déjà honorer notre passé. Et donc, la première chose qu'il a aidé à faire, c'est d'inscrire sa ville dans le patrimoine mondial UNESCO. C'était une façon effectivement de retrouver cette fierté de son passé
Et une fois qu'on a honoré notre passé, effectivement, il faut aussi qu'on anticipe l'avenir et voir comment, dans le présent, on peut créer des solutions qui intègrent effectivement le foresight et le retrosight. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Par exemple, ils ont construit une pépinière de Green Startups, qui est donc une première en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que, regardez, visuellement, cette pépinière est installée à la base des terrils de mines. Hein. Donc, symboliquement, il y a cette coexistence entre l'ancienne économie extractive et la nouvelle économie originatrice. Hein. Donc, on n'essaie pas de cacher le passé, quoi. On assume le passé tout en construisant l'avenir. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il faut qu'on intègre le passé et le futur ici et maintenant pour résoudre des problèmes auxquels on est confronté dans le présent. Et le président Macron est allé justement payer une visite il y a 2 ans, à Los Angeles. Et je me suis dit, effectivement, en grimpant le mont passé, comme j'appelle, peut-être ça nous aide à prendre la hauteur et envisager mieux l'avenir. Voilà. Donc, au final, je dirais, ce qui importe vraiment, certes, c'est important de développer une perspective non linéaire et d'apprécier donc le passé autant que l'avenir. C'est aussi important de respecter à la fois donc, les innovations qui ont lieu dans le Nord et aussi dans le Sud. Et au final, ce qui est important, c'est d'avoir ce que j'appelle une perspective, je dirais, circulaire du progrès, qui chercherait à harmoniser quelque part les bienfaits du passé, les bienfaits potentiels du futur, l'apport du Nord, l'apport du Sud. Mais juste avoir une perspective circulaire de progrès, c'est bien, c'est mieux qu'avant, on est moins ethnocentrique, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est important, c'est comment on peut utiliser cette perspective circulaire du progrès pour agir ici et maintenant. Et pourquoi ici et maintenant? Parce qu'on est confronté à ce que j'appelle des problèmes sans frontières qui affectent toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces problèmes n'affectent pas juste le Nord ou le Sud. Tout le monde, on est dans le même bateau, vous voyez, symboliquement. Alors, quelques exemples de ces problèmes sans frontières qui définissent ce que j'appelle l'ère de la convergence dans laquelle on vit actuellement. C'est l'exemple de l'eau qui va devenir une ressource rare et qu'on peut voir, la rareté d'eau va affecter à la fois les pays du Sud, hein, en rouge foncé, mais aussi des pays du Nord, en Californie, en Angleterre, par exemple. L'Angleterre, dans 10 ans, va faire face à d'énormes problèmes de manque d'eau. Voilà, donc tout le monde est affecté. Aussi, dans le domaine du changement climatique, ça va affecter donc la productivité agricole à la fois dans le pays du Sud et aussi potentiellement le pays du Nord. Et puis, bien sûr, Covid a clairement montré qu'il n'y a pas de maladie du premier monde et du tiers-monde. Il y a une maladie One World Problem. Regardez la carte mondiale des cas de Covid. Vous voyez, tout le monde est affecté. Donc, ça n'épargne personne. Et donc, de ce fait, je crois qu'il faut utiliser cette perspective circulaire du progrès pour co-construire ce que j'appelle des solutions sans frontières. Et 2 exemples assez inspirants pour moi, c'est l'exemple de STEAM School, qui est un projet lancé par Vaibhav Chabra et Richa Srivatsava, qui sont basés en Inde, qui ont lancé ce programme qui s'appelle STEAM School, qui est donc un projet durant 2 semaines où 100 entrepreneurs étudiants venant de la France et de l'Inde et aussi de l'Afrique co-créent des solutions frugales qui répondent aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Donc, je suis donc dans le conseil scientifique de ce programme et j'ai assisté à pas mal de ces programmes durant les 4 dernières années. Et c'est hyper intéressant justement de voir comment, de façon en équipe, des jeunes Français, Françaises et Indiens, Indiennes s'associent et puis finalement apprennent à développer des solutions ingénieuses pour répondre justement à des problèmes dans le domaine de l'éducation, l'énergie, sanitation, etc., qui affectent à la fois donc, la population indienne et aussi la population française. Et ensuite, ils présentent ces solutions devant un jury en fin de ce programme.
Et un deuxième projet lancé par les étudiants de AgroParisTech s'appelle JugaAddict, et le nouveau nom c'est Harvey's, où ils sont allés effectivement à travers le monde identifier des bonnes pratiques agricoles qui s'appuient justement sur l'ingéniosité et la frugalité, avec l'idée effectivement de voir comment on peut s'inspirer de ces solutions-là pour aussi co-créer des solutions dans le domaine agricole qui seraient pertinentes à la fois pour le Nord et pour le Sud. Et il y a aussi la plateforme We Are Makers, lancée par Hortense Sauvard, qui permet effectivement de partager des connaissances intergénérationnelles. Donc, les personnes âgées peuvent transmettre la connaissance dans le domaine de l'artisanat, par exemple, à des jeunes de façon qu'effectivement, on puisse préserver des traditions et des connaissances ancestrales en les valorisant, en les enrichissant effectivement avec de nouvelles technologies comme l'impression 3D. Et donc voilà, je vous invite à réfléchir comment effectivement, parce que tous aujourd'hui on est là parce qu'on est intéressé dans cette idée d'intégration du passé et de l'avenir, mais aussi je crois du Nord et du Sud, c'est de voir comment on peut conjuguer ces perspectives-là pour répondre aux problèmes sans frontières. Et un exemple, puisque la majorité d'entre vous sont issus du monde académique, je trouvais que cette initiative lancée par l'Université Cergy-Pontoise, PSL et Cage Business School, c'est assez intéressant. Ça s'appelle SDSN France. C'est en fait un réseau de solutions co-développées de façon symbiotique par ces étudiants, des professeurs du Nord et du Sud, pour justement répondre aux objectifs de développement durable. Donc, pour moi, c'est effectivement une belle façon de montrer comment on peut appliquer cette perspective non linéaire au circulaire du progrès pour répondre justement à des problèmes qui nous affectent tous. Le dernier slide pour conclure, c'est de dire que il faut donner du sens. On a beaucoup parlé, je crois, à la conférence, et il faut donner du sens à l'innovation. Et je dirais de façon méta, il faut aussi donner du sens à pourquoi on veut intégrer le passé et le futur. Pourquoi on veut intégrer le Nord et le Sud. Moi, je dirais c'est justement pour pouvoir régénérer, j'appelle ça la triple régénération, c'est pour pouvoir régénérer l'humain, les communautés et la planète. C'est ce que j'appelle la triple régénération. Et plus on peut donner du sens à cette intégration visant la triple génération, je crois qu'on va pouvoir évoluer vers ce que j'appelle donc une société consciente, qui est donc le thème de mon prochain livre qui sort l'an prochain. Une société consciente vise à maximiser le bien-être et le potentiel de chaque citoyen tout en respectant les contraintes écologiques. En gros, c'est ça, quoi. Donc, réfléchissons aussi collectivement comment, effectivement, on peut donner du sens à cette intégration nord-sud, passé-futur pour co-construire une société consciente. Et dernier message ici, c'est peut-être si vous êtes fin d'année, vous voulez chercher des livres à lire durant Noël, je trouvais que ces deux livres m'ont beaucoup aidé quelque part dans la création de cette présentation. À gauche, c'est The Light Ages d'un chercheur de Cambridge University qui essaie effectivement de déconstruire cette perception comme quoi que le passé était en fait l'âge des ténèbres et ensuite il y a eu le siècle de lumière. Il essaie de montrer que finalement il y a eu d'énormes avancées scientifiques dans le passé et donc il appelle ça The Light Ages au lieu de Dark Ages. Et puis à droite, un nouveau livre de scientifique de Oxford, Julian Barber, donc de Janus Point, qui essaie de montrer que finalement, la flèche de temps n'est pas unidirectionnelle, mais bidirectionnelle, parce que Janus Point, c'est le point où la réalité se bifurque et on commence à vivre dans deux univers parallèles où dans un univers, la flèche de temps va du présent vers l'avenir et dans l'autre, ça va du présent vers le passé. Voilà, donc… Merci beaucoup pour cette conférence, Navi, pour votre participation. Je voudrais aussi dire aux auditeurs qui sont toujours présents qu'il va y avoir des valorisations qui sont prévues, on va dire, de toutes les conférences et des présentations qui auront lieu jusqu'à demain, fin de matinée, notamment un numéro spécial de technologie et innovation qui sera lié justement à ce colloque, et puis un ouvrage dans la collection Business et Innovation chez Peter Lang qui va être, qui résultera de ce colloque. Donc, il y
y aura de quoi retrouver un petit peu le contenu, on va dire, de tous les échanges et puis aller même encore plus loin, on va dire, que des échanges qu'on finalement amorce ou on initie dans le cadre de ce colloque. Merci à tous pour votre participation et donc bonne soirée à tous. Merci beaucoup encore, Navi. Merci. Au revoir. Au revoir.